Bienvenue à tous après une longue absence dans le 14e épisode de Radio Thermopyle. Alors aujourd'hui on va faire un épisode en tête-à-tête puisqu'il y a moi, Dagon et notre ami Darius. Salut. Et on voulait vous parler d'un sujet qui nous trottait dans la tête depuis un moment. Quelque temps, ouais. Voilà, c'est ça. Et cette question, c'est l'occidentalisme. Hmm. Bon, on va définir tout ce que c'est. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'intituler cet épisode Misère de l'occidentalisme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous parler d'un projet auquel on a été mêlé et qui va bientôt aboutir, qui est la rédaction d'un magazine. C'est-à-dire que fin août, début septembre, va paraître le premier numéro d'une revue qui va s'appeler Avant-Poste, et qui est une revue qui est faite en collaboration entre Radio Thermopyle et Info Toulouse. Donc Info Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site de Réinfo local, comme on a Braise Info ou Languedoc Info. Ouais, c'est ça. Donc Info Toulouse et Radio Thermopyle en partenariat pour un magazine qui va sortir fin août, début septembre, à un format 30 pages, sans pub, à 5 €. Et en fait, c'est une revue qui essaye de faire un peu du fond, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'actu du style Macron il a dit ça, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. Donc en fait, c'est un magazine où on essaie de faire des articles sur des sujets un petit peu plus intemporels, traiter des thématiques. Alors il n'y a pas de périodicité pour l'instant, c'est-à-dire que là on a sorti un seul numéro. On va voir comment ça marche, etc. On prendra notre temps pour faire un deuxième numéro. Ouais. Donc vous attendez pas un truc mensuel ou trimestriel. Et voilà, sachant que c'est politique, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le dossier central du premier numéro qui va sortir, c'est sur l'humanitaire de droite. Tout à fait, oui. Avec des interviews, des articles, un reportage photo et tout ça. Et puis d'autres articles sur d'autres sujets. Donc, sur du fond, un peu voilà. de tout. Parce que donc, notamment tout le staff RT a participé au magazine d'une façon ou d'une autre. Et donc notamment Darius, qu'est-ce que tu as fait ? Alors moi j'ai fait un article sur la musique industrielle et la néo-folk. Ouais. Donc bon, qui est ce qu'on appelle la musique, esthétiquement une musique de droite. Voilà, donc un article là-dessus. Et après j'ai participé à une interview pour un groupe de folk metal gascon qui s'appelle Boisson Divine. Voilà, donc Darius nous a fait ça. Et moi j'ai écrit plusieurs articles de fond. Donc un sur l'avenir de l'écologie politique et qui poursuit une remarque que j'avais faite dans l'épisode sur cette thématique-là, entre en gros le choix techno-futuriste et le choix un peu primitiviste. Donc j'ai un article là-dessus. Un petit article sur le port d'armes pendant la Révolution française, et un gros article qui fait 3 pages, oui c'est ça, sur l'atomisation sociale. Et c'est un article un peu sociologique, voilà. Oui, parce que ça me plaît. Voilà. Et donc voilà. Donc j'ai fait un article là-dessus. Anya a écrit sur le sujet de l'éducation. Sur l'éducation, oui, c'est ça. N'est-ce pas ? Donc il y a plein de choses. Et même notre ami Haddock a écrit un truc sur le... Il nous a pas fait une petite interview lui aussi ? Alors il devait nous faire une interview, mais l'invité nous a collé un lapin au dernier moment. Sympa. Merci à lui. Du coup à la place, il nous a fait un petit article sur le localisme. Donc c'est Haddock qui nous a fait ça. Donc merci à eux. Alors évidemment il y a plein d'autres intervenants qui sont plutôt affiliés à Info Toulouse, qui nous ont fait des articles, etc. Oui, le staff est presque à 98% toulousain. Oui, par contre c'est très local, c'est-à-dire que quasiment tous les intervenants d'une façon ou d'une autre sont locaux. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Évidemment, quand ce sera publié, on vous fera des infos sur le Twitter, sur les réseaux sociaux et tout. Si ça vous intéresse d'acheter un numéro, vous nous envoyez un email ou vous nous contactez. Et le prix, soit vous l'achetez sur place, en présentiel, dans certains des points de vente qui seront en fait des points de vente militants. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire circuler dans des endroits, des endroits militants qui peuvent représenter nos idées. Donc là, vous le trouverez à 5 €. Ou alors, vous l'achetez en ligne, nous on vous le livre, et c'est 5 € plus 1,50 € de frais de port. Voilà. Pour un 30 pages sans pub, c'est quand même bien. Voilà. Donc si vous avez des questions, évidemment, vous pourrez nous les poser. On espère que ça vous plaira. Et puis on vous encourage vraiment à le lire, c'est vraiment des sujets d'avant-garde. Ouais, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas recycler les marottes habituelles de droite. Les vieux sujets, ouais, tout à fait, les vieux dossiers. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, on a essayé de faire un truc qui tienne un peu aussi de la vulgarisation politique, c'est-à-dire pour les gens qui lisent pas forcément énormément. C'est-à-dire que c'est pas un magazine fait pour des spécialistes, etc. Voilà, le but, c'est pas d'en tirer 10, de tirer 10 bouquins de thèse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, a priori, sera tiré à 1000 exemplaires, diffusion nationale. Le but, c'est de faire un magazine qui tienne le coup sur le fond, mais qui soit abordable. C'est pas fait pour intimider en jouant au plus malin. Voilà, c'est pas fait pour les rats de bibliothèque. Exactement. Ils peuvent le lire aussi. Oui, voilà. En tout cas, ils peuvent l'acheter, ça nous fera plaisir. Oui. Voilà. Donc,
ça, c'est le magazine, c'est avant-poste. Le premier numéro sort fin août, début septembre, suivant l'impression et la maquette. On verra. Et on vous en reparlera évidemment. Donc maintenant, sur le sujet du jour, de la semaine. L'occidentalisme. Tout à fait. Donc l'occidentalisme, alors à mon avis, on peut commencer par une définition, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne voient pas bien de quoi on parle. Donc l'occidentalisme, en gros, alors il existait plusieurs définitions, parce que ça désigne plusieurs choses, mais nous, ce dont on va parler aujourd'hui, ça désigne en gros l'idée politique selon laquelle, comment pourrait-on dire, il faut défendre la civilisation occidentale, définie comme, en gros... Le monde blanc. Oui, voilà, c'est ça, c'est le monde de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe plus la sphère anglo-américaine. C'est ça. Alors, si on veut être le plus abstrait possible, en gros, c'est ça. Alors c'est une idée qui n'est pas nouvelle en tant que telle, mais pourquoi on veut en parler spécifiquement aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que depuis, à mon avis, c'est 2016-2007, suivant le point d'origine. 2017 oui, j'ai dit quoi ? 2007. Oui, non, 2016-2017. Non, c'est pas Sarkozy. Oui, on remonte pas dans le temps non plus. En gros, il y a un regain de cette idéologie, alors on pourra discuter de l'origine telle qu'on l'interprète, notamment avec des gens comme tous les gens qui gravitent un peu autour de Conversano actuellement, donc Daniel Conversano et son site internet Suavelos, qui en gros prône un communautarisme blanc qui englobe l'Occident, enfin oui justement, donc toute l'Amérique, le monde anglo-américain, l'Europe, ses dépendances, etc. Et un autre site internet qui s'appelle Rage Culture, qui est assez nouveau mais qui marche pas mal, et qui fait des articles, donc, comme son nom l'indique, culture, société, et qui a une ligne qu'on peut qualifier d'occidentaliste assez nettement. C'est-à-dire que c'est un peu des post-faillistes qui font une entorse à Guillaume Fay là-dessus, mais enfin on en reparlera en détail. Et donc on s'est dit que vu que c'était des gens qui commençaient à avoir, enfin qui avaient une audience et des gens qui les écoutaient, dans le regain d'idées de droite, la parenthèse actuelle de la société française, on s'est dit que c'était bien de juger et de critiquer ce développement pour élever le débat. Pour élever un peu le débat, pour mettre en lumière tout ça. Voilà, et puis du coup pour participer globalement à la formation des gens qui s'intéressent depuis la politique depuis assez peu longtemps et qui voudraient peut-être y voir plus clair, parce que nous on va éclairer ce qu'on va critiquer, c'est que nous ne défendons pas l'Occident, nous voulons défendre l'Europe. Oui, ça, ce qui n'est pas la même chose, et du coup on va essayer d'expliquer pour les gens qui ne verraient pas bien la différence ce que ça recoupe. Alors évidemment on verra vers des choses, parce qu'on ne pourra pas couvrir tout le sujet en une heure non plus. Non. C'est quand même assez vaste. Donc à mon avis, ce regain de la pensée occidentaliste, moi je le date, mais on pourra en discuter, avec en gros le moment où en France, parce que ces choses-là se passent beaucoup sur Internet, vu que c'est un réseau un peu plus libre et plus décentralisé, enfin moins maintenant depuis la loi Avia, mais voilà, avec en gros le moment où Conversano consomme la rupture avec égalité et réconciliation, combiné avec l'arrivée d'Henri de Lesquen un peu dans le game, dans le dissidence game. Alors on pourra en parler de la dissidence en France, c'est un sujet formidable, bref. Et du coup où en gros il commence à se revendiquer comme écrivain occidentaliste, je crois que c'est le nom de sa page Facebook d'ailleurs. Il me semble, oui. Et en gros il commence à dire il faut abandonner les vieux trucs à la con et tout ça, et il faut devenir occidentaliste, c'est-à-dire alliance du monde blanc. C'est la sainte union du monde blanc contre les basanés. Voilà. Oui, voilà, contre le reste du monde. Il y a un peu un côté prends ça mot à merde, c'est assez marrant. Et donc du coup, moi je pense que ça vient un peu de là, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui est né donc de cette rupture en gros avec toute la clique de Soral et tout ce truc un peu sectaire. Oui, c'est ça, on passe justement de l'opposition à l'empire américain. Donc presque dans un délire orientaliste du coup. Presque, oui, tout à fait. Avec René Guénon, l'alliance avec l'islam, contre l'empire, tout ça. Et on fait on passe de l'autre côté avec un virage à 180%. 180 degrés plutôt. Degrés, oui. Oui, parce que un virage en ça fait beaucoup, oui. Autant pour moi. Et on passe un virage à 180 degrés et donc finalement les Américains c'est nos potes. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait. Soral et tout ça, c'était vraiment le délire nationaliste révolutionnaire des années 70-80, enfin 80-90 plutôt, avec l'alliance contre l'empire américano-sioniste et tout ça. Voilà. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rupture et de surcompensation. Les gens se sont dit, Soral, c'est quand même de la merde. Peut-être du fait d'un dégoût du personnage. Ouais, alors tout à fait. Des gens qui se sont dit, tout le truc ER, c'est de la merde, ce qui à mon avis est vrai, et qui du coup surcompensent et du coup vont complètement dans l'autre sens en disant, on s'en fout, solidarité ethnique globale contre les immigrés. Déjà, il y a global. Voilà, et puis du coup, ça ira, ce sera pas mal. Donc nous, on voulait un peu critiquer ça. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est un peu solidifié donc avec un site internet qui s'appelle Rage Culture, alors qui pour le coup est pas mal.
même si idéologiquement je suis pas sur la ligne, mais c'est comme des bons articles, c'est intéressant. On sent que c'est des gens qui ont une culture politique, qui veulent comprendre, et qui du coup, j'ai l'impression, ont pris ce qu'avait fait Guillaume Fay dans la deuxième partie de sa carrière d'écrivain, et qu'en gros ils ont fait une différence, c'est qu'ils ont enlevé le côté anti-américain de Fay. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit Fay plus l'Amérique, ça nous botte bien. C'est pas mal. Parce que Fay, du coup, avait des positions qui avaient beaucoup fait polémique quand il les avait exprimées. Donc il avait dit, par exemple, qu'il soutenait Israël, etc. Qu'il fallait être libéral, arrêter les conneries nationalistes révolutionnaires. Donc ça avait beaucoup fait jaser. Mais par contre, un truc où il n'avait jamais flanché, il avait toujours dit « je ne suis pas occidentaliste », il l'avait dit expressément, parce que je suis européen, et que l'Amérique ne sera jamais notre ennemi, ce sera toujours notre adversaire. C'est ça. Parce qu'il avait... Et puis d'ailleurs, quand il était passé dans l'émission de Conversano peu avant de mourir, il l'avait dit explicitement. Parce que Conversano lui avait demandé « ah mais dans ce cas, vous êtes occidentaliste ?» Il lui avait dit « non, moi je ne suis pas occidentaliste, je suis européen », et il avait réexpliqué la différence. Donc en fait, Rage Culture, c'est des gens en fait, qui prennent faille et qui font un petit virage où ils enlèvent le côté anti-américain. Ils enlèvent un petit bout. Ils enlèvent un petit bout. Donc à mon avis, on date. Enfin pour moi, ça paraît. Toi, oui. Ouais. Alors pour moi, ce serait juste un poil avant. Enfin moi, je pense qu'après Conversano l'a entériné. C'est pas un hasard. Mais pour moi, ça date en fait de l'élection de Trump. C'est-à-dire que pendant longtemps, Obama, Bush, tout ça, et puis tous les présidents américains, ils avaient leur politique qui était la leur politique américaine. Et d'un coup, on arrive, surtout à ses débuts, Trump se disait isolationniste. Il n'a jamais dit qu'il l'était, mais il a toujours dit qu'il arrêterait les expéditions à l'étranger et tout ça. C'est ça. Et du coup, d'un coup, on a un patriote à la tête des États-Unis. Donc finalement, les Américains, ça peut devenir nos amis. Pour moi, ça a été un élément déclencheur. C'est vrai que ça a joué aussi, parce qu'à mon avis... C'est-à-dire que du jour au lendemain, Trump est presque devenu pour certains un nouveau Jésus, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une sorte de... Moi, je le dis d'avance, les gens le savent, moi je suis très pro-Trump pour une série de raisons que je pourrais expliquer. Il ne faut pas non plus faire de confusion, c'est-à-dire que Trump effectivement a annoncé, et il l'a fait, je pense qu'il ne faut pas lui faire ce procès-là, une rupture en termes de politique étrangère entre ses prédécesseurs, par rapport à ses prédécesseurs, qui étaient donc des interventionnistes, soit au nom à droite du néoconservatisme, il faut apporter la démocratie à coups de bombe en Irak, ou alors la gauche au nom du multilatéralisme onusien type Obama. Et ces gens qui étaient des interventionnistes, il fallait faire la guerre partout pour n'importe quel prétexte, c'était formidable. En tout cas. Et du coup, Trump a apporté une rupture parce qu'il a désescaladé l'Afghanistan, il a désengagé l'Amérique du conflit syrien en laissant les Russes gérer le truc. Il a amorcé un processus de paix avec la Corée du Nord, donc des trucs franchement incroyables. Il y a 10 ans, ça aurait été impensable. Donc il est vraiment dans une perspective de rupture. Maintenant, Trump ne fait pas ça par amour pour l'Europe, pour les Européens, pour les Blancs, pour je ne sais pas quelle catégorie. Il le fait pour les Américains. C'est-à-dire que c'est un nationaliste, vraiment, Trump. Mais au sens premier du terme, assez vieux jeu. C'est-à-dire que pour lui, c'est les États-Unis. Le reste, il n'y a qu'à voir comment il traite le Canada. Il passe son temps à les insulter. Bon, c'est génial, il mérite. Oui, c'est vrai, oui. Mais voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui se sent une responsabilité vis-à-vis du reste du monde blanc, comme on pourrait l'appeler. Lui, par exemple... Comment dire, c'est pas quelqu'un qui veut faire de l'OTAN une force de protection du monde blanc. Non, ils veulent juste que les Européens arrêtent de pas payer leur part. Ils demandent juste, maintenant il va falloir casquer parce qu'il y en a un peu marre que ce soit nous que l'OTAN égale États-Unis. Voilà, c'est ça. Donc il dit, on vous garde sous une sorte de protectorat otanien, par contre maintenant il va falloir casquer. Parce que en même temps, soyons honnêtes d'un point de vue militaire. C'est ça qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il est assez explicite, quoi. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il dit, c'est nous qui vous défendons. Donc maintenant, il faut payer, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on fasse ça gratuitement. Et vous avez qu'à refaire des armées. Voilà, c'est ça. Donc, Trump, à mon avis, si je suis très pro-Trump, parce qu'il y a une vision du monde, à mon avis, qui est la bonne, il ne faut pas oublier que c'est un peu comme Poutine, c'est quelqu'un qui joue pour son équipe. Oui. Et très bien pour lui et pour les Américains, mais il ne joue pas pour nous. Non. Donc ça ne sert à rien de penser qu'il est... C'est surtout qu'en plus, pendant des années, on nous a dit non, on n'est pas poutinolâtre. Oui. Puis d'un coup, on a une sorte de deuxième Poutine, entre guillemets, qui vous a dit du coup maintenant on peut être on peut être Trump, je vais y arriver, on peut être Trumpophile. Oui, c'est ça. Alors voilà, donc c'est pour ça, comment dire, il faut pas tomber dans une sorte de où on se met à sacraliser le dirigeant d'un autre pays parce que effectivement la classe politique chez nous est d'un niveau tellement lamentable qu'on veut se trouver des dirigeants de substitution. Alors on peut avoir une forme d'admiration, c'est pas interdit. Non, moi je trouve qu'il fait de l'excellent travail, l'un comme l'autre, que c'est un modèle très bon, mais il joue pas pour nous quand même. Non. Donc c'est pas notre ami. Voilà, c'est pas notre ami. Soyons clairs là-dessus.
C'est-à-dire que depuis les débuts de l'histoire américaine, il y a toujours eu l'idée que l'Amérique se construisait dans une sorte d'opposition rivale avec l'Europe. Oui. C'est très net dès le début. C'est-à-dire que quand on regarde les lois d'immigration américaines, au début, ils ont beaucoup de mal avec les immigrés européens, ils les tolèrent au compte-gouttes. Et après, ça tient jusqu'à longtemps. La première vague qui arrive au 19e siècle, en plus, c'était des catholiques. Oui, alors en plus, et comme l'Amérique est à l'origine un pays, une fédération de pays protestants, ça s'est pas très bien passé au début. Voilà, donc au début c'était compliqué. Et puis pareil, on peut se penser à la doctrine Monroe. En 1823, le président Monroe considère que toute l'Amérique, c'est-à-dire le nord, le sud, le centre, appartient en gros à l'espace d'influence américain, qui leur revient de droit, et que n'importe quelle intervention européenne sur ce sol-là sera un casus belli. Oui, c'est ça. Donc c'est assez net. Il y a toujours eu l'idée qu'en fait, chez les Américains, c'était une sorte d'Europe sans les conneries européennes. Oui, de toute façon, quand les premiers émigrés, quand les premiers futurs Américains arrivent au XVIIe siècle, c'était leur but. Oui. C'était de recréer une nouvelle terre pour eux et pas pour ceux qui viennent d'Europe. Ils voyaient, qui sont en Europe. Et ils considéraient les Européens presque comme des arriérés avec leur monarchie, leurs empires, leur verticalité, leur catholicisme pour les partis catholiques de l'Europe. Il y avait tout ce côté-là. C'est quelque chose qui a laissé des traces quand même. Et puis, voilà, c'est des gens qui considèrent depuis l'hégémonie militaire américaine que de toute façon on n'est qu'une bande de géniards ingrats, alors qu'ils sont quand même gentils de faire le boulot. Voilà, de partir en Irak pour nous. Voilà, c'était quand même gentil. Voilà. Donc tout ça pour dire que y a une première erreur à notre avis dans ce qu'on appelle l'occidentalisme. C'est le fait de sacraliser le capitaine d'une autre équipe qui joue très bien et on aimerait bien avoir le même chez nous, mais pour nous. Oui. Et lui, il est pour les autres, donc c'est pas le nôtre. Non. Il y a aussi, alors ce qui effectivement, comment dire, oui, on reviendra après sur ce que nous on propose à la place, pour pas être juste dans une optique de critique un peu con. On dira ce qu'on défend. Voilà. Après, ce qu'on retrouve pas mal aussi dans l'occidentalisme, c'est une sorte, on sent qu'il y a tendanciellement parfois une sorte de confusion entre ce qu'eux appellent l'occidentalisme et ce qui a longtemps été l'atlantisme néoconservateur. Ça se voit, c'est par exemple révélé dans le fait que Rage Culture aime bien par exemple publier des interviews avec Guy Millière. Guy Millière qui a été pendant très longtemps le néoconservateur français, c'est quelqu'un qui passait son temps à défendre les expéditions américaines, etc. Quelqu'un qui avait été complètement oublié depuis assez récemment, alors qui soutient Trump, alors ce qui n'est pas inexplicable, puisque certains néoconservateurs sont en fait extrêmement sionistes, extrêmement défenseurs d'Israël, que Trump a toujours dit qu'il l'était. Voilà. C'est jamais caché. Donc pour eux, cet argument-là fait qu'on peut devenir de néoconservateur à Trump, quelque part. Et donc il y a ce truc-là où on ne sait pas très bien si cet occidentalisme est un occidentalisme ou un atlantisme, parce que c'est pas du tout à fait la même chose. Mais quand même, la frontière entre les deux est quand même assez faible. C'est tendanciellement assez ténu, c'est-à-dire que en fait, la différence, c'est que les occidentalistes se réclament d'une conception ethnique, plus ethnique, de la politique. En fait, comment on peut dire ça ? C'est une bio-géopolitique, c'est la défense du monde blanc. C'est une forme de pan-nationalisme blanc. Oui, en fait, c'est un peu ça. Alors que chez les atlantistes, c'est très étrange parce que c'est pas du tout ethnique. Parce que par exemple, les néoconservateurs ont toujours défendu les frontières migratoires ouvertes en Amérique. Au nom du marché libre mondial et tout ça. Et c'est un truc qu'on retrouve chez les occidentalistes, c'est une sorte de défense arc-boutée et en fait du capitalisme mondialisé. C'est un truc qui est assez net. Il y a l'idée qu'en fait, c'est un peu ce que pensait quelqu'un comme Maurice Dantec, qu'on a un peu oublié, mais qui a été influent au début des années 2000. C'est que c'était quelqu'un qui considérait que le capitalisme libéral mondial, c'était le destin de l'Occident et de l'homme blanc, en fait. Et que tout ce qui tenait au dirigisme économique, c'était... alors c'était un peu du sunnitisme quand même, c'était un peu la morale de l'esclave, c'était l'assistanat et tout, et que nous, notre destin, c'était la création libre comme ça, le règne du héros qui est en fait l'entrepreneur et tous ces trucs-là. Et c'est un peu, à notre avis, quelque chose de naïf et d'assez myope, parce que beaucoup des maux qui nous sont causés aujourd'hui ont à faire avec la globalisation économique. Et que si on arrête de s'interroger sur ce truc-là, ce qui ne veut pas dire qu'il faut devenir communiste ou je sais pas quoi, mais si on arrête de s'interroger là-dessus, on se met une œillère sur un sujet crucial, ce qui est une grave erreur, parce que pourquoi il y a aussi autant d'immigration ? C'est parce qu'il y a une addiction complètement maladive
de beaucoup de représentants voilà, de l'industrie, de la finance et tout ça, pour un travail pas cher, corvéable à merci, et puis qui lui ne se plaint pas, qui a la courtoisie de ne pas se plaindre, contrairement à ces crétins d'Européens ils sont syndiqués, qui n'aiment pas vivre dans des bidonvilles. Oui, ils ont le droit quand même. Voilà, on a le droit. Non. Et le grand capital qui non, t'as aucun droit pour moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y avait un peu... c'est que finalement, bon, les ouvriers européens, ils sont chiants. Oui. Bon, on va aller voir ailleurs. Ils font rien qu'à demander à bien vivre, c'est quand même embêtant. C'est quand même fort de café. Hein. Voilà, en plus, donc on va aller voir ailleurs, les autres de toute façon ils parlent même pas notre langue. C'est-à-dire que tu leur files $5, un bol de riz ou un jean troué par mois, ils sont contents. Ils disent merci. Voilà, ils disent merci monsieur. Donc c'est utile. Voilà. Et puis c'est aussi, voilà, donc, à mon avis c'est c'est pas le seul vecteur de l'immigration de masse, mais c'est un truc qui doit être pointé du doigt, il faut en parler quoi. Voilà. Il y avait autre chose peut-être aussi, qui à mon avis là a plus à voir avec Henri de Lesquen, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est aussi d'une certaine façon peut-être indirectement a encouragé parce qu'en fait c'est quelqu'un qui à plusieurs reprises dans ses vidéos, ces fameuses vidéos où il arrive sur le côté. Voilà, il fait un petit drift au début de la vidéo sur le côté. Oui, c'est très marrant. C'est assez drôle. Moi j'aime bien. En plus, enfin voilà, tout le côté bon, ça me fait rire, hein, le côté Lesquen, c'est quand même drôle. Hein. Ah non, mais il est très drôle. C'est un très très bon. Mais voilà, il a dans plusieurs interventions dit la civilisation européenne, ça n'existe pas. L'Europe, c'est juste une géographie. C'est l'Occident. Voilà, la catégorie qui est la bonne, c'est la civilisation occidentale. Et en fait, l'argument qu'il utilise pour le justifier, c'est de dire, en fait, Oswald Spengler, dans Le déclin de l'Occident, qui a été écrit entre 1918 et 1933, définissait notre civilisation comme la civilisation occidentale. Alors, bon, je ne vais pas faire un résumé de déclin de l'Occident, c'est trop long, mais c'est un livre qui a été fondamental dans la pensée du XXe siècle et qui a très longtemps influencé la droite européenne et la droite radicale. C'est pas simple à lire, mais à mon avis, il faut le faire. Et c'est quelqu'un qui effectivement définissait la civilisation occidentale, en disant que l'Amérique du Nord, enfin le monde anglo-américain et l'Europe appartenaient à ce même ensemble. Mais à mon avis, la raison pour laquelle Spengler le faisait, c'est parce qu'au moment où il écrit ses bouquins... Au moment, il n'y avait pas l'hégémonie américaine. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'était pas au niveau où l'économie c'était l'Amérique, il n'y a pas encore ça. Non. On n'était pas au niveau où c'était le gendarme du monde. Non, mais justement, à ce moment-là, ils en étaient justement dans une politique isolationniste. Tout à fait, et c'était pas du tout, comment dire, c'était un monde qui n'avait rien à voir. C'est que le monde dans lequel écrit Spengler, le monde est encore eurocentré. Le centre du monde, c'est l'Europe. Oui, parce que d'ailleurs, et le reste du monde d'ailleurs appartient limite à l'Europe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a encore les empires coloniaux. C'est encore un monde où le Japon est faible, la Chine est encore faible. La Chine sûrement en pleine guerre civile. Oui, parce qu'il y en a eu un paquet, mais bref, oui. c'est pas des. La Russie était encore dans les débuts du soviétisme, elle allait très mal, c'était la guerre civile. Oui. Donc le monde, c'était l'Europe, quoi. Oui. Donc de ce point de vue-là, l'Amérique n'était vue que comme une sorte d'excroissance de l'Europe un petit peu excentrique, une Europe un peu étrange, mais finalement pas tout à fait différente. C'est un peu les voisins, quoi. C'est ça, c'est les voisins un peu bizarres, on leur dit bonjour, mais ils sont un peu étranges. Voilà, quoi. C'est un peu le bordel dans leur jardin, mais ils sont sympas. Mais le truc, c'est qu'en fait, Spengler avait une vision morphologique des civilisations, un peu comme des êtres vivants, et lui-même aurait été le premier à dire à notre époque qu'il y avait une différenciation, de fait, un divorce civilisationnel entre l'Amérique et l'Europe, quoi. Parce que l'Amérique, en fait, c'est quoi ? C'est l'Europe sans l'Antiquité, sans le Moyen-Âge, sans les empires qu'il constitue. C'est ça. Sans Rome. Ou sans Rome, sans sans les paganismes et tout ça, sans son histoire. C'est ça, c'est une sorte d'Europe déracinée. C'est une néo-Europe. De toute façon, même c'est ce que je te disais, ceux qui sont arrivés en Amérique sont venus dans une logique de Terra Nova. Oui, tout à fait. Pour eux, c'était ça. C'était une rupture avec l'Europe, c'est pas une continuité. Ils sont pas venus dans une logique. Alors les premiers, après, c'est vrai qu'il y a eu les Anglais, les Français qui sont y allés aussi. Mais les tout premiers, ceux qui arrivent avec le Mayflower, eux, ils arrivent dans une logique. On quitte cette terre d'Europe qui est pourrie et on va en faire une nouvelle. On va construire une nouvelle civilisation qui sera bien meilleure. Et oui, et c'est pour ça que un des traits de la civilisation américaine, c'est l'exceptionnalisme américain. L'idée qu'en fait le monde fonctionne d'une certaine façon. Donc à l'époque, le monde, c'était l'Europe. L'Amérique en fonctionne d'une façon exceptionnelle. Nous sommes l'exception. C'est toujours ça l'argument. Oui, parce que dans la tête des Américains, ils ont une destinée. Ah, la destinée manifeste. C'est une logique qui est très protestante. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment un pays qui est messianique et qui parle conséquent. Et là, pour apporter la rupture avec le vieux monde qui a tort, qui est obscur. Oui, c'est ça. C'est superstitieux. Oui, on brûle les sorcières. Voilà, c'est ça. C'est un pays où, imaginez-vous, les gens ont des empereurs et des rois. C'est une vulgarité sans nom. C'est dingue. C'est un pays très... Donc il y a toujours cette espèce de mission de ne pas être l'Europe. Parce que quelque part, l'Europe, ce serait un peu une Amérique ratée.
Oui. Donc c'est un peu, c'était l'Europe pour eux, c'est un peu l'Atlantide. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire on va disparaître sous la flotte parce qu'on est un peu des nazes, Oui. et puis eux vont faire tourner le monde comme il faut. Mais à l'époque où Spengler écrit Le déclin de l'Occident et où il définit ses catégories, il n'est pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, Spengler, je crois, meurt en 45, donc il n'aura même pas le temps de voir l'hégémonie américaine, parce que c'est la Seconde Guerre mondiale qui apporte l'hégémonie américaine, avec voilà, le plan Marshall, l'hyperproduction, le New Deal, qui arrive un peu avant. Les boomers. Voilà, les boomers, voilà, toujours. Les boomers alliés de l'Amérique. Les boulets. Oui, c'est ça. Et donc il n'a pas vu tout ça. Donc c'est normal qu'en fait lui considère cette catégorie comme l'Occident, en gros c'est l'Europe étendue. Mais non, parce qu'il n'a pas vu qu'il y a eu cette rupture. De la même manière que... la rupture était beaucoup plus ténue. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'était un lien encore qui n'avait pas été coupé presque. C'est-à-dire que les Américains se réclamaient d'un côté anti-européen, mais dans leur manière de vivre, on pouvait se dire, après tout... complètement... On pouvait dire que c'était pas si différent que ça, même si déjà on voyait des différences. Mais on n'a pas vu que quand on prend l'Amérique et qu'on lui donne le pouvoir économique et militaire, ça devient autre chose, ça n'a plus rien à voir. Ah oui. C'est pas la même chose. Et ça, il l'avait pas vu. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, Henri de Lesquen se plante en disant il n'y a pas de civilisation européenne, il y a une civilisation occidentale. Henri de Lesquen, il est toujours dans ce vieux schéma presque de guerre froide. Ouais. Puis même post-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que voilà, on va refaire les alliés. Oui. On va refaire les alliés. D'ailleurs, les nationalistes français dans les années 60 avaient fait la même erreur. Oui. Parce que face au communisme, occidentalisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'occidentalisme... On est toujours dans cette logique de grande alliance blanche. Oui. Face à un ennemi massif. Oui, un ennemi grouillant, les hordes asiatico-communistes. Asiatico-communistes, avec plein de kalachnikovs et des chars partout. C'est ça. Et voilà, et il fait froid, et puis ils ont des bottes à fermeture éclair aussi. Mais oui, c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a un côté un peu générationnel aussi. C'est beaucoup de gens qui n'ont pas compris la rupture de la fin de la guerre froide, en fait. Oui, c'est ça. Et qui sont restés dans ce réflexe, finalement... Alors, il ne s'agit pas ici de mettre sur le pied d'égalité la civilisation, qu'on pourrait dire islamique, avec la civilisation américaine, en disant que les deux sont des rivaux de la même intensité. Non, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une différence, c'est que la civilisation islamique, fonctionnellement ou intentionnellement, c'est pas important ici, mais de fait, plus elle s'étend, plus la nôtre prend le risque de disparaître. Ça ne sert pas d'être soumise, mais de toute façon, c'est dans leur logique. Oui, c'est ça. Il y a de l'espace vide, ils y vont. C'est pas simple, c'est pas compliqué. L'Amérique, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils veulent nous soumettre, mais ils veulent pas nous détruire. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de... c'est un peu comme ils font à chaque fois, c'est-à-dire qu'on vous détruit, et après on vous tend la main pour reconstruire. Selon nos termes. Selon nos termes, du coup, vous êtes un peu nos féaux. Voilà, ils créent des potentats, quoi. Oui. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que il n'y a pas le même degré d'agressivité, on en est conscient. Mais ça veut bien dire quand même que si l'Amérique n'est pas notre ennemi, c'est clairement notre adversaire. Oui. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la civilisation islamique, qui n'est pas un adversaire. Pour le coup, ça, c'est un ennemi. Oui. Parce que là, la lutte est existentielle. La lutte est existentielle et la lutte est longue. Voilà, c'est une question de survie, quoi. Je dis islamique, c'est pas que ça, mais c'est parce que on parle beaucoup de ces questions-là. Mais oui, la démographie africaine, ça posera un problème aussi, etc. Donc c'est un ensemble, quoi. À mon avis, je pense que les occidentalistes aussi, la raison pour laquelle ils pensent ça, c'est probablement parce que c'est des gens qui sont politisés par Internet. Oui. Et ça se voit assez nettement dans leurs références. D'ailleurs, dans le milieu militant de terrain, très peu de gens, voire même personne, n'est occidentaliste. Oui, c'est une pensée qui n'existe quasiment pas dans les milieux militants de droite. C'est clairement une pensée 2.0. Ouais, c'est vraiment un avatar moderne, c'est vraiment un artefact. C'est-à-dire que pour moi, c'est des gens qui sont allés sur, en gros, l'internet anglophone. Je me suis posé, c'est sur 4chan. Voilà, moi j'y étais aussi, c'est pas la question, c'est super marrant. Entre autres. Mais qui du coup se sont dit, ces gens-là ont les mêmes adversaires ou les mêmes ennemis que nous, ils aiment pas les mêmes choses, donc ils appartiennent à la même catégorie. Et effectivement, on peut trouver ça, après tout, que de part et d'autre de l'Atlantique, on n'aime pas subir l'immigration, on n'aime pas subir la propagande, LGBT, tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'on appartient au même ensemble. C'est-à-dire que fondamentalement, et c'est assez net, quand on parle aux Américains, ils comprennent rien à l'Europe. Mais genre, vraiment... Non, ils comprennent rien. D'ailleurs, la plupart des Américains pensent que la France ou l'Europe par extension sont des États en voie de développement. Oui, alors c'est vrai que... même la droite américaine pense que nous sommes vraiment perdus. Parce que c'est vrai que du coup, ils voient des vidéos de Paris, des capitales européennes. Et du coup, ils voient, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, il n'y a plus de blanc. Pour eux, c'est Mad Max. Oui, pour eux, c'est Mad Max. On est devenu le Mordor, il faut appeler le Gondor à l'aide, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment ça. C'est eux le Gondor. Ah oui, tout à fait. Encore. Mais c'est un peu un problème, parce qu'il faut bien quand même se rendre compte que même si ces gens peuvent être tout à fait sympathiques, il n'y a pas de raison de... Il ne s'agit pas d'être anti-américain primaire. C'est simplement de considérer que stratégiquement, quand on est séparé par un océan
par une histoire et par plusieurs siècles d'autodétermination culturelle et par un rapport de force qui n'est pas en notre faveur, c'est pas la même civilisation, c'est plus la même civilisation, quoi. Non, d'ailleurs, les Américains ne sont pas des Européens. À la limite, ils sont des néo-européens. Ouais, c'est ça, c'est un peu des cousins adultères, hein, quelque part. Oui, c'est les cousins au deuxième degré de la vallée d'à côté, mais qui est très loin. Oui, c'est ça. Mais qu'on n'a jamais vu. Mais voilà, mais leur culture est radicalement différente de la nôtre, c'est-à-dire que c'est une culture qui est très moralisatrice, qui tolère très mal, qui est très dualiste, qui est très manichéenne. Très individualiste aussi, ouais, y a très matérialiste. Ils ont même dans leur marge, je veux dire. C'est-à-dire que même dans la façon dont les marges politiques se voient, c'est bien pas le même univers, quoi. Bon. Et à mon avis, ça trahit le fait que c'est des gens qui se sont politisés sur Internet et qui du coup n'ont peut-être pas eu accès à des textes, à des choses comme ça, qui expliquent un peu ces catégories, parce que c'est un peu une pensée qui va vite, quoi. L'occidentalisme, c'est on est blanc, on peut pas blairer les Africains et les musulmans. On est potes. Voilà, faisons des mauvais coups ensemble. C'est ça. À mon avis, ça va un peu vite en besogne. C'est-à-dire que on oublie quand même que c'est souvent l'appareil américain qui a beaucoup déstabilisé le Moyen-Orient, alors qui a déjà été pourri, c'est pas la question, hein, qui a déjà été une poudrière, mais c'était un peu mieux quand même. C'est ça, c'est qu'ils ont déstabilisé à vitesse grand V, ils ont fait des guerres inutiles, qui aujourd'hui mettent en place des régimes islamistes assez dramatiques, et c'est à nous de payer les pots cassés, quoi. Oui, parce que nous on est à côté. La différence, voilà, c'est ça. Il y a eu tout ce qui est les accords de Washington, comment ça s'appelle, le World Trade Organization, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui fait des règles concernant le libre-échange, etc. C'est pas une bonne chose. Et même si Trump est contre ces choses-là, c'est pas par amour pour nous qu'il le fait, c'est par amour pour son pays. Et c'est très bien d'ailleurs pour eux. Aussi parce qu'il en a peut-être marre d'envoyer des jeunes Américains à la mort. Oui, c'est ça, parce que... ce qu'Obama n'a pas fait. Voilà. À la limite, ce qu'il faudrait plutôt se dire, si on veut être un peu dans l'amélioration perpétuelle, c'est de se dire l'opportunité de l'arrêt de l'unilatéralisme américain, c'est l'opportunité de définir une Europe puissance, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, une Europe qui arrête une Europe qui ne se fait pas victime par le reste du monde tout le temps. Voilà, au bout d'un moment, comme dirait, au lieu de sauter comme des cabris en disant l'Occident, 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 on va se calmer. Et oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur ce sujet fort intéressant ? Calme-toi, Jean Occident. Oui, voilà, Jean Occident, on garde son calme. C'est-à-dire que je pense que peut-être aussi c'est la faute des défenseurs de la pensée européenne, parce qu'il faut pas, voilà. Qui l'ont pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont pas su donner une définition claire de ce que c'était. Alors déjà être clair sur ce que c'était. Sur ses limites. Définir pourquoi c'est pertinent. Et dépoussiérer le truc pour arrêter d'en faire un truc génial. Parce que le problème des Européens, des européistes tels que nous on l'entend, parce qu'à une autre époque on aurait appelé les nationalistes européens, aujourd'hui on dirait les identitaires européens, c'est pas tout à fait la même chose, c'est que pour certains il y avait encore les vieux réflexes du style il fait dans un anti-américanisme primaire du style c'est satanés américains qui font que attaquer la francophonie. Alors que le Mali pourrait être l'allié stratégique par excellence, quoi. Mais oui, bien entendu. Voilà. L'armée malienne. C'est ça, c'est-à-dire que il y a eu une sorte d'horreur qui est apparue au milieu des années 70. Ces fameux exercices militaires. Voilà, c'est le gaulo-européisme souverain. C'est vraiment de la merde. Tu peux même enlever européisme, parce que c'est vraiment... C'est un peu ce côté français, tu sais. Oui. De dire, de toute façon, l'Europe, c'est nous. Oui, et puis... Puis les autres, en fait, il y a vraiment ce côté très pédant chez les Français, il faut quand même le dire. Dire nous on est meilleurs que les autres Européens et regardez on apporte la civilisation aux Africains. Ce chauvinisme mal placé où on utilise notre puissance pour... parce qu'au bout d'un moment la France devrait... Il faut que la France sorte de cette logique la nation contre l'empire. Alors je parle pas de l'empire américain bien sûr. Hein. Oui. Je parle de la France contre l'Europe. Bah oui, c'est-à-dire que la France utilise sa puissance, son prestige, son rayonnement, enfin ce qu'il en reste, pour donner des leçons à accélérer son jacobinisme maladif, à dire on va attirer toutes les têtes crépues de l'univers et en faire des bons Français qui s'appellent Jean-Michel et qui paient leurs impôts. Oui, c'est ça. Mais déjà, je suis pas sûr qu'ils en payent beaucoup. Ils s'appellent plus Jean-Michel, ils nous détestent. Donc maintenant, il faut arrêter. Stop. Voilà, stop. Comme le disait l'autocollant du FNJ dans les années 80, quand nous arriverons, ils repartiront avec un avion qui décolle. Oui, voilà. C'était Henri de Lesquen avant l'heure. C'est ça, oui. C'était RPNL avant l'heure. Voilà, il fera connaissance, c'est le pays de ses ancêtres. C'est ça, Candidou Fatima. Voilà. Mais donc c'est pour ça que j'invite les gens, pour pas être dans une logique du mec qui reste au fond, vous êtes des crétins, machin. Vous critiquez. À vous dire que quelque part, les occidentalistes,
en fait, vous n'êtes pas dans une pensée très novatrice, puisqu'il y avait déjà eu un occidentalisme français, qui avait été celui d'Europe Action, donc on va en parler un peu. Donc c'est assez simple, Europe Action, ça commence en 62-63, et c'est un groupe de personnes au début qui sortent une revue qui a le même nom, et qui est formée principalement par quelqu'un qui s'appelle Dominique Vénère. À l'époque, dans le groupe, il y a Alain de Benoît, il y a Jean Mabir et des gens comme ça. Tous ceux qui vont former le GRES. C'est ça, c'est un pré-GRES. Alors, ils sont jeunes, hein, ils ont 18, 19, 20 ans. Vénère, c'est le plus vieux, il doit avoir à l'époque, il avait même pas 30 ans. Et c'est des gens en fait qui vont tirer un trait sur le nationalisme français, le côté action française, royauté, contre-révolutionnaire et tout. Ils vont balayer ça, et ils vont dire maintenant être nationaliste, c'est être pour la nation, c'est-à-dire la nation au sens latin, c'est-à-dire les gens avec qui on partage une naissance. C'est ça. Et donc c'est un ethnicisme global. Et il le disait au début. Ce qui n'était pas idiot à ce moment-là, puisque de toute façon, puisque le roi qui représente, qui est la personnification justement de la nation n'est plus, mais ce sera les gens qui n'ayant plus de roi, le seront. Et c'est cohérent aussi à l'époque, puisque c'est le contexte de la guerre froide, ces années 60. Et en plus, on est en début années 60. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelques années avant, il y a eu Khrouchtchev en face, quoi. Voilà, avant il y a eu l'intervention à Budapest aussi, l'intervention à Budapest, qui a extrêmement marqué Cuba vient droite. de tomber, non à ce moment-là, ou c'est un peu après Cuba. La baie des cochons. Ça, je suis un peu... À réviser. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est par là, hein, mais c'est juste un peu avant. Je suis pas sûr. L'affaire des missiles, c'est l'affaire des missiles, c'est 62. 62, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Europe Action, c'est 63, je crois. Et donc en fait, ces gens-là disent tout le nationalisme moisi, Charles Maurras, Action française, contre-révolution, le catholicisme, on s'en fout. Maintenant, ce qui compte en gros, c'est l'alliance globale de la race blanche contre ses ennemis. Et c'est la phrase de Jean Mabir, l'Europe est un cœur qui bat à Johannesburg, à Vladivostok, à Paris et à Washington. Donc on comprend bien ce que ça veut dire. Mais ce qui va se passer, c'est ça qui est intéressant, c'est que Europe Action, qui vont être les premiers à amener cet occidentalisme en France. Les premiers à s'en détourner. Exactement, c'est-à-dire que c'est des gens très vite qui vont se rendre compte que ça n'a pas vraiment de sens, parce que quand ils vont arrêter Europe Action en 66-67, tous ces gens-là vont aller un peu vers d'autres choses. Donc Vénère va aller vers l'Institut d'études occidentales, puis les différentes revues d'histoire qu'il va animer. Alain de Benoît et ces gens-là vont former le GRES, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, dans la première version du GRES, donc le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, au tout début, le GRES a eu plusieurs vagues, et qui représentent plusieurs moments, plusieurs chapitres idéologiques. Et le premier GRES, qui en gros va de 68 jusqu'à 72-73, on est encore finalement dans un truc proche d'Europe Action, c'est-à-dire une sorte de défense du monde blanc. Ouais, de trucs un peu étranges, c'est de mythologie indo-européanisante, ultra-aristocratique, antidémocratique, technophile. En gros, le missile nucléaire, l'empire ethnique global et puis le libéralisme économique. Et ils sont un peu là-dedans. Tout ça sous l'égide de Zeus. Ouais, c'est ça. Oui, oui, il y a quand même un peu. Il y avait un peu du LARPing au Grèce. C'était marrant d'ailleurs. Oui. Parce que c'était des jeux de rôle. Ouais, c'était amusant. On allait dans la forêt, on mettait des costumes, c'était classe. Bref. Et après, en fait, là, il y a une première rénovation idéologique où le Grèce va défendre l'Europe contre l'Occident. Et c'est l'âge d'or du Grèce qui va durer jusqu'en 86. C'était la meilleure époque du Grèce. Voilà, et c'était sa plus productive aussi. C'est là où il y avait Fay, il y avait Robert Stöckers, c'est là où De Benoît écrit Vue de droite, qui va être primé par l'Académie française. C'est certains des plus grands textes de Fay, comme L'Occident comme déclin, le titre est un peu plus clair, et où il dit mais il faut tuer l'Occident pour sauver l'Europe. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin au capitalisme mondialisé, il faut mettre fin à cette espèce de messianisme protestant qui nous détruit. Alors à l'époque aussi, c'est là où Fay est encore dans le délire un peu NR et où il dit c'est l'alliance euro-arabe contre... Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là. Mais parce que Fay considérait qu'en fait c'était facile de faire revenir les immigrés chez eux, donc on pouvait s'allier avec eux dans leur pays, c'était pas compliqué. Ceci dit, à ce moment-là, on était très loin, les gouvernements justement arabes étaient très loin d'une logique islamiste. Oui, c'était le nationalisme arabe encore. On était en pleine période bassiste, il me semble. Oui, tout à fait, avec Nasser et compagnie. Voilà. Donc en gros, stratégiquement, ça pouvait se jouer, mais globalement c'était ça. Il y a des gens qui disaient, on critique le capitalisme, ce qui ne veut pas dire qu'on est gauchiste, ce qui maintenant le Grèce est devenu gauchiste là-dessus. Complètement, oui. Mais c'était de dire, il faut vraiment être intelligent, il faut dépasser ces vieilles catégories. Comment on fait pour sauver l'Europe ? Et c'était la critique du jacobinisme, les patries charnelles, etc., l'empire européen fédéralisé. Et c'était là que ça a été le plus intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'était le plus intéressant et puis surtout peut-être le plus prometteur. Tout à fait. À mon avis, je pense que c'est un peu là qu'il faut reprendre le travail qui a été laissé. Moi, je le pense.
parce qu'à mon avis, ça permet à la fois, ça permettrait par exemple de former une critique de l'UE qui ne soit pas la critique des souverainistes, qui est une mauvaise critique, parce que les souverainistes disent en gros le problème de l'UE, c'est l'Europe. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, oui, c'est le 4e Reich des Allemands qui veulent produire des voitures pour asservir les Français. Enfin, c'est de la merde intégrale. Et c'est Asselineau, quoi. Alors que la vraie truc, c'est de dire non, l'UE nous empêche d'être authentiquement européens et de nous protéger, de nous définir, voilà. C'est ça la vraie critique. Mais après tout, on peut garder les structures, certaines des structures de l'UE. Le Parlement européen, bon, pourquoi pas, oui. C'est naze actuellement, hein. Mais la structure en elle-même. Voilà, est-ce que c'est plus facile de reconstruire l'avion à zéro ou de le détourner ? Oui. Enfin, bon, c'est une métaphore un peu malheureuse parce qu'à l'époque où Faye l'a fait, c'était avant le 11 septembre. Oui, on appelle ça une mauvaise blague. Voilà, c'est triste. Mais c'est ça, pareil, sur le côté concilier les différents niveaux de l'identité entre la région, la nation et la civilisation. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y en a besoin parce que, effectivement, on se sent beaucoup plus proche des Estoniens, des Lettons, des Italiens, des Danois, que des Marocains, que des Soudanais, que des gens qu'on a colonisés, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, les Antilles, ça ne m'évoque rien, je m'en fous. Non, alors peut-être la plage est sympa, mais non. Oui, voilà, c'est ça. Mais fondamentalement, on sent bien qu'il y a un mariage contre nature qui n'est pas à être poursuivi. Enfin, c'est pas leur destin d'être dans la République. Non, le mariage n'est pas pour tous. Voilà, c'est ça, on s'en fout, en fait. Donc, à mon avis, c'était là qu'il y avait un vrai terreau pour un truc intéressant. Mais à cause de la figure, à mon avis on peut le dire, d'Alain de Benoît, qui financièrement a mal géré le truc, qui avait un côté très parisianiste, qui met bien un peu la stimulation intellectuelle de faire le malin. Il aimait bien son côté un peu grand seigneur. C'est ça, et puis qui n'aimait pas du tout, qui avait une sorte de dégoût un peu juvénile, un peu immature de la politique. Il a jamais voulu se lancer dans des aventures politiques. Alors qu'il aurait pu. Hein. Voilà, du coup, lui, ou en tout cas, produire des idées pour des gens qui voulaient le faire. Mais vu qu'il a toujours été dégoûté par ça, il l'a jamais fait. C'est pour ça d'ailleurs que les gens comme Le Gallou et Delesquin vont créer le Club de l'Horloge, c'est en rupture avec le Grèce. Alors il y avait aussi, parce qu'eux étaient plus occidentalistes pour le coup. Plus libéraux, oui. Ouais. Mais en gros, le Grèce était intéressant à ce moment-là. Et là, il y a la rupture. Et il y a le bouquin qui signifie ce déclin de Benoît qui est dramatique, qui est Europe tiers-monde, même combat. Et en gros, c'est l'alliance de l'Europe et du tiers-monde contre les deux empires soviétiques et américains. Oui, il veut reformer les non-alignés en intégrant l'Europe. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est complètement stupide. Et du coup, c'est là où le Grèce part dans sa spirale gauchiste nulle, donc islamophile. Oui, il faut arrêter l'immigration parce que ça francise les immigrés. Non, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter l'immigration. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il faut arrêter l'immigration parce que les immigrés, j'en ai marre de vivre avec eux. Oui, non, j'en ai assez. Voilà, il faut arrêter maintenant. Pareil. Le voisin d'en dessous, avec sa musique pourrie, non. C'est ça, ce que Jacques Chirac avait appelé le bruit et les odeurs, en 95, on s'en souvient. Voilà, les racailles, comme dit Sarkozy. Les racailles. Mais voilà. Pareil, le côté, parce qu'on n'est pas capitaliste, il faut devenir, enfin en tout cas parce qu'on n'est pas libéraux, il faut devenir il faut devenir cégétiste moisi, un truc absolument infâme. Puis bon, si la CGT défendait encore les intérêts des travailleurs, on saurait. Et du coup on serait pas à 8 ou 9% de syndiqués, donc il faut arrêter maintenant. Les fameuses élections syndicales. Ça. Voilà, donc maintenant on est arrivé à un point où le père de cette soi-disant extrême droite vote Mélenchon, enfin, c'est quand même dramatique. C'est moche. C'est moche. Hein. Mais voilà, donc c'est pour ça que... La vieillesse. Voilà, donc on peut accuser le Grèce d'avoir fait de la merde de ce point de vue-là. Mais ce deuxième chapitre du Grèce, à mon avis, était le plus intéressant. Et c'est quelque chose qui mérite d'être retravaillé et redécouvert. Et peut-être qu'effectivement, vu que cette redécouverte n'a pas été faite, elle n'a pas été diffusée notamment par Internet, ça a laissé le champ libre à une pensée comme l'occidentalisme qui en fait... vient d'Internet, comme on disait juste avant. Et qui est myope et qui n'est pas... Enfin... Voilà, c'est les sites, entre autres 4chan, puis voilà, je me suis politisé sur JVC. Oui. Il y a un peu de ce côté-là. Tout à fait, oui, je me suis politisé en demandant des astuces pour FIFA 2017. Oui, puis les codes de triche. Voilà, c'est très important, hein, le THJV, voilà. Oui. Mais tout ça pour dire que, en fait, la vision du monde occidentaliste, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que, évidemment, il y a plusieurs variantes, hein, c'est comme tous les mouvements, mais on sent bien qu'il y a une sorte de... si on garde les mêmes trucs, mais sans les immigrés, ce sera vraiment cool. Oui, c'est ça, c'est prends ça, Mohamed, mais voilà, ma femme continuera à prendre la pilule. Oui, ne m'empêche pas de me droguer, c'est discourtois. Non, je n'aime pas ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que pas mal d'occidentalistes... Rends-moi mon joint, Dagon. Rends-le-moi. Passe le joint, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un peu ce truc-là où, aussi, chez les occidentalistes, il y a une sorte de paganisme mytho, Donjons et Dragons 2.0 super nul. Oui. Voilà, Ragnar de Créteil, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, il y a un peu... Voilà. De toute façon, c'est ce que disait le chanteur d'Île-de-France dans les années 90-2000. Hein. Ouais. Il disait, c'est-à-dire que l'identité,
quand ça vient d'un ressourcement, à peu près, hein, quand ça vient d'un ressourcement sincère, c'est bien, mais souvent, c'est stérile. Oui, parce que... Et ça devient, voilà, Raoul se prend pour un viking, mais il est étudiant en lettres. Oui, et puis du coup... Voilà, il y a les Kevin... et les fameux païens dans des relations ouvertes. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils ont vu Viking, et que dans la saison 1, ils échangent leurs femmes, ce qui n'a jamais été... Non. Il n'y a aucune raison de penser que. Puis d'un coup, t'as toutes les femmes ça. qui se prennent pour des laguertas, tu sais, dans des tenues hyper moulantes. Alors, au combat, c'est très pratique, sûrement. Oui, tout à fait. Oui, les fameuses vierges boucliers. Oui, voilà, avec des armures c'est très cintrées. Le truc, je peux pas respirer. Tout à fait, mais voilà. Sachant qu'on le sait très bien, une femme en armure complète, on la reconnaît pas d'un homme. C'est ça. Et puis, en fait, c'est juste. Alors que dans la réalité, c'est Louise Alexandrine qui n'a pas eu de papa. Et qui du coup, elle enchaîne les gros nazes. Voilà. Oui, ça, et le planning familial, c'est un peu nul. C'est l'empire du planning familial. Puis voilà, c'est Kevin sur Facebook, c'est Kevin Ragnarsson. J'habite au Creusot. Mais voilà, donc il y a un peu, on voit bien que c'est une pensée qui est, voilà, ça qui a été faite un peu par des gens qui n'ont pas vraiment ce contact avec le monde militant. Du coup, ils comprennent pas trop ce que c'est la politique concrète. Du coup, c'est juste par des gens qui se trouvent ils auraient pu être gothiques à notre époque. Mais en fait, maintenant, ils sont occidentalistes ou ils sont, ou alors pour les autres, ils sont à cheveux bleus, ils ont des pronoms. Oui. C'est qu'il y a un peu ce côté. Je vais me trouver une idéologie qui va faire revenir mon père, et voilà. Non, ton papa ne va pas revenir parce que tu deviens communiste ou parce que tu veux l'alliance blanche de Warhammer 40 000 contre les Arabes. Non, c'est plus compliqué. Pas. Alors, on n'a rien contre Warhammer 40 000. Ah non, moi j'adore. Voilà, vive l'impérium humain. L'empereur Dieu, c'est gloire au Dieu empereur. Voilà. Et au Black Templar. Tout à fait. Bon, est-ce que l'empereur accepterait que tu sois un FDP paganisme mytho. Alors déjà paganisme, il n'accepterait pas que tu ne l'adores pas lui, donc je crois que tu finirais dans les geôles de l'Inquisition. Le dieu empereur trouve que tu es un FDP, donc maintenant il faut arrêter. Voilà, donc bonne chance. Il faut devenir un peu sérieux. Voilà, va dans les régiments disciplinaires de la guerre impériale. Tu en as pour 3 semaines de vie, je crois. C'est ça. Après c'est fini. Non mais c'est vrai que c'est très bien, c'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait des Français, des Européens qui s'intéressent à ces pensées politiques et qui veulent jouer pour leur équipe. C'est vraiment une très bonne chose et on préférait qu'ils soient. On préfère qu'ils en soient à ce niveau-là plutôt qu'à rien foutre et puis à végéter devant MTV, tu vois. C'est ça, puis à ne pas penser, tout simplement. Voilà. Mais donc dans une logique... on a le droit d'être sincèrement dans l'erreur. Tout à fait. Mais dans une logique de main tendue, qui n'a rien à voir quelque part. On va arrêter. Voilà, dans une logique de main tendue, on pense que ces gens-là gagneraient, et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre podcast, avec le magazine qu'on va sortir, une sorte de de repopulariser ces thèmes-là qui ont été changer d'aiguillon. Voilà, c'est ça, et à dire le vrai chemin pour nous en sortir, c'est ni le côté mytho, on va revenir au Moyen-Âge, ni le côté le monde doit juste devenir une Amérique racialement pure, bof. Non, ça ira. Merci. À la place, l'idée c'est que l'Europe retrouve ses lettres de noblesse. Une civilisation européenne. C'est ça, une civilisation en bonne santé. Sûre d'elle-même, qui soit définie par sa créativité, qui est importante. Voilà, c'est ça. Qui retrouve à la fois une sanité, une tranquillité, un côté équilibré, mais aussi évidemment une volonté de puissance parce qu'on fait de la politique. Oui. Et à mon avis, ça, c'est des idées qui existent. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, c'est mieux. C'est mieux. Parce que, voilà, donc peut-être que maintenant, pour terminer, on peut donner des exemples de ces choses-là, plutôt que de critiquer. Donc des références pour un peu se familiariser avec la pensée de l'identité européenne et de cette politique-là. Alors, moi je dirais, en tant que bouquin, qu'est-ce qu'on peut lire ? Alors, pas des trucs chiants, mais... Dominique Vénère. Alors voilà, pour les essayistes, c'est très simple, ça va être Dominique Vénère. Il écrit, il a un style qui est très facile à lire. Il a une très belle plume. Donc 30 000 ans d'identité. Tout à fait, Histoire et tradition des Européens, 30 000 ans d'identité. On peut penser à Pourquoi nous combattons de Guillaume Fay, on en avait parlé dans un des premiers épisodes. Alors il est dur à trouver, c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas été réédité, donc il coûte cher. Mais que fait la Rancre ? Voilà, que fait Philippe Randa. Maintenant, il faut aussi rééditer Poitiers demain. Poitiers demain qui est le... Je crois que c'est le point de départ, c'est-à-dire qu'avant c'était l'obscurité, et puis après on a eu Poitiers demain, où sur la couverture on voit Gauthier torse nu, 17 ans, un six-pack, qui tient une clé mort contre les hordes... Qui est sur Excalibur d'ailleurs, contre des hordes basanées... Afro-islamo-mongoliennes... Un peu la planète des singes. Le petit côté Boromir contre les Uruk-hai, j'aime beaucoup. Donc, Poitiers demain, très important.
Et après, et après, on vous fera un épisode spécial sur Poitiers-Devin, c'est formidable. C'est vraiment un point de l'identité européenne qui a été oublié. Vraiment, merci Philippe. Voilà, merci Philippe. Voilà. Non mais sérieusement, pour que nous combattons, vous pouvez trouver le PDF en ligne gratuit. Ne serait-ce que parce que c'est chiant de lire en ligne. Voilà. Ne serait-ce que parce que Arctos, la maison d'édition hongroise, je crois, l'a réédité en anglais. Et il y a des gens qui ont mis le PDF sur Internet. Donc c'est un peu bizarre de lire un auteur français en anglais, mais s'il y a que ça, il y a que ça. C'est malheureux. En même temps, que font nos maisons d'édition aussi? Voilà, donc vous pouvez trouver ça, donc oui, pourquoi nous combattons, 31 identités, et puis après il y a la fiction aussi, c'est-à-dire que moi je vous dirais peut-être Les Réprouvés. Les Réprouvés, excellent. d'Ernst von Salomon, qui est une fiction vraiment, remarquable. C'est une fiction, c'est même pas une fiction, enfin, c'est sa vie, enfin, c'est une un autobiographie romancée, oui. on va dire. Et ça raconte, pour un peu expliquer, c'est sorti dans les années, fin des années 20, début des années 30, oui. par un auteur allemand qui s'appelle Ernst von Salomon, qui vient d'une famille française huguenote, donc il est vraiment européen pour le coup. Ah oui. Des deux côtés du Rhin, et c'est quelqu'un qui s'est engagé après la Première Guerre mondiale. Il était tout jeune, il sortait de l'école d'officier à 16 ans. Les cadets, oui. Et à 17 ans, il part s'engager, alors déjà dans les corps francs en Allemagne contre la révolution communiste. Donc il va combattre les communistes en Allemagne. Et dans les pays baltes. Et après, voilà, il va rejoindre les corps francs qui refusent à la fois l'indépendantisme des Baltes, ce qu'on peut critiquer d'ailleurs, oui. et le bolchevisme, et qui part de façon indépendante. Comme ça. Oui, alors voilà, lui, il est bolchéviste, c'est vrai. Et il part dans cette épopée absolument formidable, remarquablement bien écrite. Les scènes de combat sont vraiment... on s'y croit. C'est incroyable parce que c'est écrit dans les années 30, c'est de la plume et d'une... Ça n'a pas vieilli. C'est cinématographique, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est mieux que Marlène Schiappa. Oui. Voilà, pourquoi maman travaille et pratique la sodomie? Non, ça ne nous intéresse pas. Non, voilà. Je préfère Ernst von Salomon qui explique que lorsqu'il décharge sa MG sur des troupes de bolchevistes, il ne fait plus qu'un avec la machine, et qu'à travers lui, c'est le feu avec de la guerre qui machine, parle. Voilà. On préfère. Oui. Donc il a écrit 2 autres bouquins, il a écrit Les Cadets, tout à fait. qui raconte sa vie dans l'école des cadets. C'est ça. Et ensuite le questionnaire. Le questionnaire, qui est un questionnaire qui avait été distribué à tous les Allemands après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Pour savoir où ils en étaient. Voilà, parce que pendant l'occupation alliée de l'Allemagne, et donc c'était un roman à succès. Et von Salomon, donc nous on vous conseille, c'est vraiment ça. C'est cet héroïsme européen qui n'est qui est un truc un peu oublié, mais qui est une éthique de l'honneur, une éthique du dépassement. Et c'est quelqu'un qui a une phrase formidable, et beaucoup des choses qu'il dit sur l'Allemagne peuvent se dire sur l'Europe actuellement. Donc c'est vraiment une lecture qu'on vous conseille, vous le trouverez partout, c'est hyper connu. Puis surtout que le combat qu'il a fait, c'est un combat entre guillemets irrégulier. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas été engagé dans une armée nationale, il n'y a pas ce côté j'ai obéi justement. C'est l'inverse, c'est j'ai désobéi. Comment dire, c'est une révolution pour l'ordre en fait. Oui. C'est très étonnant, mais c'est un corsaire, quoi. C'est vraiment l'aventurier en tant que tel. Donc voilà, donc on vous conseille Les Réprouvés d'Ernst von Salomon. On pourrait vous conseiller bien évidemment Ernst Junger, puisque Ernst Junger, Orage d'acier. Ça a été donc Orage d'acier qui est son plus connu, son roman autobiographique sur son expérience de la Première Guerre mondiale. Oui. Et puis c'est vrai que Junger a été un vrai Européen, puisqu'il parlait français, il était francophile, il a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un qui a une conception de l'Europe. Donc c'est intéressant aussi. Ça sort à la fois du souverainisme et ça sort à la fois du nationalisme blanc qui est d'un niveau pitoyable. Je suis désolé, mais... le débat est très bas pour le coup. Vous lisez les fictions de tous les Nasbrock, nationalistes blancs américains. C'est malsain. C'est pitoyable. Ça pue la méthamphétamine et l'inceste. Voilà, à côté Poitiers-Demain, c'est Goncourt. Ah oui, tout à fait. Ah mais je préfère 1000 fois Poitiers-Demain. En plus c'est drôle. Ah c'est très drôle Poitiers-Demain. Les super ordinateurs en l'an 2010. Et puis l'URSS et l'Afrique du Sud de l'apartheid en 2010, c'est assez drôle. Mais pour simplifier l'histoire, il y a le sida foudroyant qui déglingue 85% de l'humanité. Donc formidable. Absolument génial. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre? Moi j'ai ma Bible là, mais voilà des ouvrages. Moi comme bouquin, qu'est-ce que j'aurais en ouvrage de philosophie qui peut être intéressant si vous avez un petit peu le niveau, même si c'est pas hyper compliqué. Vous avez Colère et temps de Peter Sloterdijk, qui est allemand, c'est un truc contemporain, c'est sorti il y a pas longtemps. Et en fait Sloterdijk explique que la culture européenne, c'est la colère. Nous sommes la civilisation de la grande colère. Oui, de toute façon, une chose, le livre fondateur de la civilisation européenne, l'Iliade. C'est l'Iliade, et que ça commence par quoi? La colère d'Achille. Voilà, contez-moi, ô muse, la colère d'Achille. C'est ça. Et ça commence par là. Et effectivement, c'est le point de départ de Sloterdijk, et que nous ne sommes ni une civilisation du caprice, ou ni du désir, pas du caprice, et nous ne sommes pas dans la moralisation permanente. On est dans une sorte de grande colère. Nous ne sommes pas dans l'inertie asiatique. C'est ça. On n'est pas dans le despotisme asiatique, c'est pas notre truc. C'est
pour ça que l'empereur, j'aime bien, encore une fois. Mais il y a une forme d'autonomie politique des planètes, on se démerde quand même. Oui, bah oui. Quand même, voilà, on s'arrange. Et puis on n'est pas en guerre contre les tyrannides encore, donc on a une petite marge de manœuvre. On a un peu de temps. Bon, le jour où ça viendra, on en rediscutera. Oui. Radio Thermopyle soutient les expéditions de l'Empire, évidemment. Oui, voilà, on soutient les chapitres Space Marine et certains régiments de la guerre impériale. Tout à fait, mort aux hérétiques. Toujours. Ce message a été sponsorisé par l'Inquisition. Et par Game Workshop. Tout à fait. Lâchez-nous un petit billet. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est important de se tenir au courant de ces pensées-là. On pourrait penser à l'Europe au sans drapeau aussi. Mince, le nom de l'auteur m'échappe. Yann quelque chose. Mince, j'aurais dû l'écrire. Mais l'idée qu'en fait, on n'est pas... C'est pas parce qu'on est de droite qu'on est obligé soit de tomber dans une sorte d'américanisme un peu naze, ou dans un conservateur... Et ni dans un souverainisme conservateur nul. Oui, un peu nul, un peu bourgeois, libéral. Parce que je vous rappelle comme que ce côté conservateur, libéral, centraliste, c'est la gauche à l'origine. C'est vrai que oui, tout à fait. Voilà, les chouans, puis plein d'autres mouvements du XIXe siècle ne se battaient pas pour leur retraite. Oui. Pour leur retraite et pour que le patron puisse bien manger. Oui, voilà, et donc c'est pas... Et quelque part, pour faire un lien avec un épisode précédent, ça a été aussi la faute de la génération des boomers, encore eux. Toujours. Qui soit quand ils étaient en gros dans le consensus mondialiste, étaient des européistes au sens de l'UE de Bruxelles, c'était hyper nul. Ah bah non, l'UE sinon j'aurais pas ma retraite. Ah non, hein. Ou alors ils étaient dans le délire gréciste, l'hédonisme boomer d'extrême droite, ce qui est très nul. Avec un côté un peu libertin. Oui, alors ça non, on n'aime pas, voilà, ça c'est nul. On va faire une partouze aristocratique. Voilà, c'est ça, mais en lisant Nietzsche quand même. Parce que sinon... Avec le bouquin à la main. Voilà, sinon c'est gauchiste, mais quand tu lis Zarathustra en tringlant ton collègue, là ça va. Là, c'est aristocratique. En plus, c'est un peu... À cette époque, il y avait Mishima. Oui, voilà. Bon. Oui, ça mange pas de pain. Voilà. Non, mais... Oui, plus sérieusement. On critique pas Mishima. Moi, j'aime bien. Oui, moi aussi, j'aime bien, je sais. Voilà. Il fait partie des biens. Non, mais voilà, si tous les gays étaient comme Mishima, il n'y aurait pas de problème. Oui. Je suis pas sûr qu'ils soutiennent la manif pour... le marche pour tous, Mishima. Je ne crois pas. Lui s'est marié avec une femme. Voilà. Donc à l'époque, ça se faisait. Voilà, donc sur ce... Ouais, puis peut-être un dernier bouquin, est-ce que j'en ai en tête après sur la littérature. Oui. J'aurais une histoire de la littérature française de Kléber Heydens. Ouais. Là, c'est vraiment bien. Alors, c'est vraiment pour... c'est pas facile à trouver aussi. C'est un essai qui va en gros, ça va des troubadours à Ionesco. D'accord. Voilà, il y a une grosse critique chirurgie de pédophile. Voilà. Non, Kléber Heydens qui était un membre mineur des Hussards. Et c'est très intéressant, c'est vraiment une grosse rétrospective sur toute la littérature française. Après, on parle beaucoup, c'est vrai, de Hans Junger. T'as également, t'as son pendant français. Oui, Maurice Genevoix. T'as le Ceux de 14, Maurice Genevoix, qui est un peu moins guerrier, c'est vrai que peut-être déjà à l'époque... c'est un littéraire, Maurice Genevoix, je crois qu'il venait de Cagnes, donc il a une approche qui est différente. Mais voilà, pour l'anecdote, ils ont été tous les deux au même moment... de part et d'autre du champ de bataille. De part et d'autre dans une tranchée opposée, aux éparges. Oui. Donc c'est stylé quelque part. Ah oui, c'est stylé. Mais donc voilà, c'est pour ça que on peut... Comment dire ? Il faut pas avoir peur de faire il faut pas tomber dans la paresse intellectuelle qui consiste à identifier ce qui est en gros l'ordre dominant, la pensée unique ou je sais pas quoi, et à se dire, il suffit de prendre l'inverse et c'est bon. C'est qu'à le côté, aujourd'hui on fait le jeu de l'immigration, c'est bon, il n'y a plus d'immigration et ça ira. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, ça va bien au-delà de ça. Il faut aimer un peu la complexité, se faire du mal, quitte à tomber dans des pensées qui sont peut-être plus hétérodoxes, peut-être qui demandent un peu plus de prise de risque pour pas retomber ni dans une sorte de marginalité confortable, ni de retomber dans le consensus. Il faut être un peu sur le fil de l'épée. Sur le rasoir, oui. Ouais, c'est ça, borderline, voilà, on va prendre tous les synonymes. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de vous donner, donc il y a des petites références comme ça, on pourra en trouver plein d'autres. Mais voilà, il existe une place pour être une pensée de droite qui ne soit ni dans l'hexagonalisme souverainiste nul, qui sent la naphtaline sans avenir. Ronflant, un peu gaulliste. Voilà, et qui ne soit pas non plus dans le côté mytho, l'empire des hyperboréens qui jouent à World of Warcraft 16 heures par jour. Non. Il y a un espace pour autre chose. Peut-être que ces gens-là n'ont pas fait le travail de bien diffuser leurs pensées sur Internet, c'est vrai, mais cette pensée-là existe, et c'est la pensée de l'avenir, parce que c'est quelque chose qui précisément est capable de regarder l'avenir en face, et à la fois sans se renier sur les choses importantes, et sans s'obséder sur les conneries. Oui. Donc voilà. Donc sur ce,
Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Donc les rappels habituels, vous pouvez nous écrire donc à l'adresse mail suivante, thermopile@protonmail.com. Vous pouvez nous trouver sur Twitter @rthermopile. On a une chaîne YouTube, un Facebook. J'espère qu'on va pas se faire striker cette fois-ci. Ouais, on espère que non. Normalement ça devrait aller. Et voilà, si vous avez des questions, écrivez-nous, demandez-nous, et puis on essaiera d'y répondre. Et vous pouvez aussi soutenir le podcast sur Tipeee, on a une page Tipeee. Alors ce qui nous sert pas juste à nous prendre des vacances aux Bahamas, en même temps avec 5 € par mois ça va être dur. Non, c'est compliqué. Ce qui nous sert à payer le SoundCloud. Tu peux peut-être Blablacar. Tu fais la moitié du trajet. Oui. Mais voilà, ça nous permet de payer l'abonnement SoundCloud et ça nous permettra d'acheter de l'équipement aussi, parce qu'on en a besoin pour un meilleur podcast. Voilà. Mais sur ce, on vous dit au prochain épisode. Et voilà. Allez, salut. Salut.